Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui on accueille Maya, infirmière scolaire, et que je vais laisser se présenter un petit peu. Eh ben bonjour, moi c'est Marianne normalement, mais du coup c'est vrai que tout le monde hors travail m'appelle Maya. J'ai 32 ans, du coup je suis infirmière spécialisée dans la santé scolaire. J'insiste sur la spécialisation parce qu'on l'a depuis cette année, donc c'est important. Tu as raison, c'est important. Je suis mariée avec la meilleure amie de Kétan, c'est comme ça que je le connais, et j'ai 2 filles en bas âge. C'est du travail. C'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein, c'est très fatigant. Mais bon, je les aime, mes filles. Pourquoi Maya à la place de Marianne? Parce que c'est pas un diminutif du coup. Alors, c'est pas un diminutif, mais en fait, c'est parti du fait que mes cousines, quand elles étaient petites, elles savaient pas dire mon prénom et elles disaient Maya. Donc, c'est resté comme ça. Parce qu'elles savaient pas dire le R. Et puis, en fait, on est resté comme ça. Tu préfères qu'on t'appelle comment? J'ai pas forcément de préférence, mais c'est vrai que je me suis on va dire attachée. J'ai plus l'habitude maintenant qu'on m'appelle Maya. Vraiment, c'est dans le cadre du travail ou vraiment en professionnel, on va m'appeler par mon prénom officiel, mais sinon tout le monde m'appelle Maya. Du coup, là, aujourd'hui, on t'appelle comment? Maya. On t'appelle Maya. Moi j'ai trop l'habitude de Maya. Oui. Il y en a beaucoup qui ont découvert mon prénom de ceux qu'on avait invités à notre mariage. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert quand le maire avait dit mon nom du coup entier pour le mariage. Bah, tu vois, moi je le découvre parce que là, tu me parlais toujours de Maya, mais je savais pas qu'en fait tu t'appelais Marianne quoi. Bah parce que c'est vraiment c'est le professionnel, et même j'ai certains de mes élèves pour qui je fais un peu plus de suivi qui m'appellent Maya et pas Marianne. Ok. Ça va, tu t'y retrouves? Ouais, ça va. Petite gymnastique mentale, mais ça va. Bon, ça va, c'est pas non plus hyper éloigné, donc ça se fait. Oui, c'est plus court. C'est plus court en plus. Et vu qu'on parle de prénoms et que tu as des enfants, ça a été facile ou plutôt complexe pour choisir les prénoms des enfants? Alors la première, ça a été très facile, elle s'appelle Aiden, parce qu'en fait depuis que, je vais pas dire depuis que je suis petite, mais ça fait longtemps, même quand j'étais adolescente, où je me disais que je voulais appeler mon enfant Aiden, puisque comme c'est un prénom mixte, ça pouvait marcher pour garçon et pour fille. La deuxième, qui s'appelle Naël, ça a été un peu plus compliqué. Parce qu'en fait on s'était mis en tête qu'il fallait pas forcément avoir un prénom mixte, mais en fait il s'avère qu'on est retourné sur un prénom mixte sans faire exprès, mais on va pas dire que c'était compliqué, c'est venu assez naturellement. Le Hayden de toute façon c'était clair et net, quand je me suis mis avec Roxane, elle savait que mon premier enfant s'appellerait Hayden. Ok, donc elle était obligée d'approuver. Elle était obligée d'approuver, mais elle aime bien le prénom, donc ça va. Oui, parce que les prénoms, c'est délicat. Ouais. Enfin, sauf si tu as des idées qui te trottent dans la tête depuis plusieurs années, comme toi t'avais, mais sinon, il faut que toi, entre guillemets, tu trouves l'idée. Faut pas non plus que tu aies une idée trop farfelue, parce que l'enfant, il va garder le prénom toute sa vie. Et il faut que ton conjoint ou ta conjointe soit OK avec. Soit OK avec, l'apprécie, et que les deux valident. Donc, Et si tu as un nom de famille un peu particulier, il faut faire attention à la liaison aussi. oui, voir au niveau de l'intonation comment ça ressort avec le nom de famille et tout. Bon, après c'est ça aussi, on avait essayé quand même que ça soit des prénoms pas non plus trop longs, parce que du coup on a un nom de famille composé, donc c'est déjà un nom de famille très long. Alors si en plus on leur avait rajouté un prénom très long, je pense que ça aurait été à l'enfer pour elle. Et vous avez mis des deuxième et troisième prénoms? Oui, mais ça a été assez... Alors pour la première c'était facile, en fait le deuxième prénom c'est le nom de la marraine. Et après, il y a le nom des 2 grands-mères. Okay. Et comme il s'avère qu'on a 2 filles, mais du coup, la deuxième, elle a juste, comme deuxième prénom, le nom de sa marraine. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça, les marraines ou les grands-parents, je trouve que c'est pas mal. Toi, ça permet de faire un hommage. Toi, c'est quoi? C'est tes grands-pères aussi? Ouais. Moi, c'est Benjamin, Henri et Régis. Je suis obligé de les citer, ça leur fait une petite dédicace pour celui qui est au ciel et celui qui est encore présent également, mais... Je trouve que c'est pas mal de donner les noms des grands-parents. Je trouve ça fait une trace. Et puis même, ça, surtout quand tu les as appréciés ou tu les apprécies encore, ça fait partie quand même de toi et de ton identité, donc c'est pas mal. Ah bah clairement, je sais que mes 2 grands-pères ne sont plus là aujourd'hui, mais ils ont clairement fait partie de mon éducation. Donc je suis même fier d'avoir leur prénom dans mes prénoms. Oui, tu vois, c'est peut-être même plus intéressant d'avoir des prénoms qui te touchent
que je sais pas, tu pourrais t'appeler Gaëtan et je sais pas, par exemple Paul, juste parce que tes parents ils appréciaient Paul, mais finalement toi t'as aucune attache à Paul. Donc, la marraine, le parrain, les grands-parents, je trouve que c'est pas mal. Carrément. Bah, c'est pour ça qu'on n'a pas cherché non plus un troisième et un quatrième prénom pour la deuxième. On se dit, bon, bah, elle prend le prénom de la marraine. Puis après, quand tu passes le brevet, le bac, tu dois marquer. Il faut tout noter. Là, je le vois, je suis en train de demander des actes de naissance. Quand il faut noter tous les prénoms, ça fait long. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc, du coup, comment t'es arrivé à. Je fais zéro transition, mais c'est pas grave. Comment t'en es arrivé à faire infirmière au final? Alors, je vais pas dire ça forcément par hasard, mais en fait, quand j'étais adolescente, à la base, je voulais faire sage-femme. Okay. Qui dit faire sage-femme dit faire la PACES. Ouais. Et qui dit faire la PACES dit dégoûter pas mal d'étudiants à le faire. Et en fait, du coup, j'ai fait une première année à fond de PACES et je me suis pris un mur. Un bon mur, parce que cette année-là, le niveau était très, très élevé. Et en fait, c'est la période où ils étaient en train de commencer à parler de faire une passerelle entre certains métiers, notamment du coup le métier d'infirmière, vers après tout ce qui est médecine, kiné, sage-femme. Et donc je suis partie faire mon école infirmière et en fait il s'avère que quand j'ai fait mon école infirmière ça m'a bien plu, donc je suis restée là-dedans et j'ai pas fait la passerelle pour devenir sage-femme. Donc c'était pas un choix premier, mais ça m'est tombé dessus. Je me dis que c'était peut-être le destin qui me disait qu'il fallait que je fasse ça. Finalement. Sûrement. Bon, moi c'est pareil. Hein. À la base j'étais partie sur kiné et puis j'ai fini ergo. Bah c'est ça, puis après quand j'ai fait mes études, j'ai vu quand même qu'il y avait une grosse diversité de services où je pouvais aller. Et que si je m'ennuyais dans quelque chose, je pouvais totalement partir dans autre chose. Et c'est ce qui m'a bien plu, parce que après je suis arrivée dans la santé scolaire pas par choix à la base, et finalement j'y suis restée, donc c'est que j'y ai trouvé aussi mon compte. Après je vais pas dire, hein, des fois je me pose la question de me dire est-ce qu'il serait pas temps aussi de changer de vie quand on voit le système de santé qui est en train de se casser la gueule. Mais c'est vrai qu'après j'ai un métier qui me permet aussi, si je veux faire une reconversion, la reconversion je peux réussir à la trouver assez facilement. Carrément, c'est l'avantage des métiers du médical où on fait ce qu'on veut mais pas loin quoi. Bah, en tout cas, si vraiment tu te plais plus dans ce que tu es en train de faire, soit effectivement tu as la possibilité de changer de secteur de travail, de service, soit les métiers de la santé, ils t'ouvrent quand même beaucoup de portes. Ouais. C'est quoi la différence de cursus entre infirmière, par exemple, libérale ou en hôpital ou scolaire? Alors, sur le fond même, c'est le même cursus. J'ai la licence infirmière. Sur 3 ans Sur 3 ans. Pour devenir libéral, normalement, en fait, il faut avoir un nombre d'heures de travail dans certains services liés. Il y a certains services qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc, ils ne compteront pas toutes les heures si tu travailles dans des laboratoires, dans les maisons de retraite. Enfin, là où il n'y a pas beaucoup de soins, ils ne vont pas le compter. Et pour faire libéral, la CPAM te demande d'avoir pas mal d'heures. Pour faire à santé scolaire, il y a un concours à passer. C'est un concours en plus, du coup? Oui, c'est pour ça que là, cette année, on a obtenu le grade de spécialisation, comme ce que peuvent avoir les infirmières de bloc ou les infirmières puères, où du coup, elles ont passé un concours et elles ont eu une formation en plus pour acquérir d'autres compétences qu'on n'apprend pas forcément en fait, dans notre licence. Parce qu'en fait on touche à tout, mais il y a certains secteurs qui te demandent quand même d'être spécialisé, d'avoir une plus grande spécialité en tout cas et de plus d'informations pour pouvoir y accéder. Et donc il y a un concours à passer qui est passé par l'éducation nationale en fait, mais du coup on est jugé par des médecins, par des infirmières, à savoir si on est apte à recevoir en fait on va dire la détresse des élèves, puisque on est très loin maintenant de la simple bobologie des élèves. C'était peut-être le cas il y a quelques années, maintenant on en est très très loin. Et vu que c'est
quelque chose en plus que tu fais, tu t'y retrouves au niveau de la rémunération? Vu que c'est une spécialité où il n'y a pas d'impact. Alors, je m'y retrouve, oui, mais parce que justement, il y a beaucoup de syndiqués en fait qui sont allés plaider la cause auprès du Sénat, auprès de l'Assemblée pour nous faire reconnaître un petit peu plus et notamment pour nous remettre au même cadre en fait de la fonction publique hospitalière. Où avant on n'était pas sur la même grille salariale, maintenant on a plus ou moins la même grille, donc j'arrive à m'y retrouver. Après c'est sûr que par rapport à d'autres spécialités, je gagne pas non plus énormément et je fais pas ça pour l'argent, ça c'est sûr. Mais on s'y retrouve. Surtout vu, on développera un petit peu après, mais le milieu dans lequel tu travailles, où les enfants sont... Oui, c'est que moi je travaille du coup pas dans un établissement classique. Donc Gaëtan a été amené à travailler avec moi. Oui, plus ou moins avec moi en soi, sur certains de mes élèves et effectivement on a un public accueilli un peu particulier et qui demande effectivement un gros investissement. Mais parlons-en du public, c'est quoi le public? Alors moi je travaille en EREA, donc c'est un établissement d'enseignement adapté. Donc sur la théorie même, en fait, j'ai que des élèves qui nécessitent d'avoir de l'enseignement adapté parce qu'ils vont avoir des troubles ou des handicaps qui va faire que le milieu classique va être difficile pour eux, soit parce qu'ils ont des troubles de l'attention ou des troubles du comportement, et qui fait que du coup en milieu classique, ils ne tiendraient pas en termes d'apprentissage, mais ils ne tiendraient pas aussi en termes social. Et la particularité de l'EREA, en fait, c'est qu'en plus du coup des troubles de l'apprentissage, beaucoup des élèves qui arrivent chez nous sont issus de foyers sociaux, donc soit parce qu'ils ont été retirés de leur famille, soit parce que c'est des déplacements temporaires. Mais du coup, ça nous demande de travailler énormément avec les éducateurs, avec les ITEP. Une grosse partie psychologique, du coup. Oui. 70% de mon travail, c'est de la psychologie. La bobologie, il en existe toujours. Maintenant, effectivement, là, on est confronté à de la bobologie je vais venir demander un truc bête, mais ma demande derrière n'est pas forcément celle-là et j'ai peut-être besoin de discuter. Surtout que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le système de santé est assez compliqué maintenant. Mais la détresse psychologique des jeunes augmente de plus en plus, mais on n'a pas assez de professionnels pour y répondre. Et donc du coup, la plupart de ceux qui prennent en première ligne, il va y avoir les professeurs, il va y avoir les infirmières dans les infirmeries scolaires, et pour certains établissements, on a la chance d'avoir des assistantes sociales avec qui on bosse énormément. Oui, parce que si tu repères qu'un enfant il est en détresse, du coup, t'as quoi? T'as un protocole derrière à suivre, ou des personnes vers qui tu peux le rediriger? Alors oui et non, parce qu'en fait ça va dépendre de nos secteurs. Dans le 04, il n'y a pas grand chose vers laquelle on peut se retourner. On a tout ce qui est centre médico-psychologique où effectivement ils vont pouvoir accueillir les enfants, où il va y avoir des psychologues, il va y avoir des assistantes sociales qui vont pouvoir éventuellement les écouter, mais il y a des listes d'attente énormes. Donc en fait la plupart ne seront pas forcément suivis. Alors il y a mon parcours psy qui existe depuis quelques années, mais il faut-il encore que le psychiatre ou la psychologue soit déjà en capacité de le faire, parce que même elles ont leur liste d'attente. Il faut que les parents aussi acceptent que leur enfant va mal, et ça c'est difficile. Moi-même en tant que parent, si on me dit que mon enfant va mal, alors oui je vais l'aider, mais réussir à se dire il va mal, mais est-ce que c'est ma faute, est-ce que j'ai fait quelque chose, ou est-ce que c'est l'adolescence, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc on n'a pas de protocole en tant que tel, on sait ce qu'il faut faire, mais la réalité des choses est peu réalisable. Qui ont quel âge en général? Moi je vais de la 6e jusqu'au CAP. Okay. Donc je vais grosso modo généralement ils sont déjà redoublés une classe, donc ils arrivent, ils ont 11-12 ans. Et j'en ai certains qui repartent à 20 ans, ils ont passé plusieurs CAP. Comment tu fais si par exemple un enfant mineur il vient te voir en disant
je sais pas comment il peut emmener la chose, mais comme quoi il va se confier, mais il te fait promettre de garder ça pour toi, de pas le répéter à ses parents. Alors, deux cas de figure, c'est qu'effectivement, moi je suis soumis au secret professionnel, dans tous les cas. Et comme n'importe quel professionnel de santé, la seule raison qui nous fait lever notre secret professionnel, c'est quand l'enfant est en danger. Donc quand il se met en danger lui-même parce que par exemple il va se scarifier ou parce que il va avoir des actes un peu qui va le mettre en danger, là je dois lever le secret. Maintenant effectivement il vient me dire qu'il se fait taper dessus, je dois lever le secret. Alors si c'est par ses parents, je vais pas lever le secret auprès de ses parents, mais par contre effectivement il y a des protocoles, il y a des signalements à faire ou des informations préoccupantes qui s'écrivent, qui prennent beaucoup de temps, mais qui pour la plupart arrivent quand même à les sortir de ça. Maintenant, s'ils viennent me confier quelque chose qui ne les met pas en danger et qu'ils me demandent que ça reste entre nous, ça reste entre nous. Et on fait un suivi ensemble, comme effectivement ils pourraient faire un suivi avec un psychologue. Les psychologues, à part si on leur dit quelque chose de très grave, ils vont pas aller répéter aux parents Normalement, ils répètent pas aux parents ce qui est dit dans leur bureau. Toi, après, par exemple, t'en fais plus part avec peut-être l'équipe encadrante ou enseignante. Tout dépend ce qui m'a été dit. Ou enseignante, ouais. Si effectivement c'est quelque chose qui peut être réglé dans la classe et si j'ai aussi l'accord de l'élève, on le travaille en équipe. C'est vrai que les réa, on est une très petite équipe, donc c'est assez facile. Les professeurs sont assez accessibles. Je dois avoir 10 professeurs dans tout l'établissement. Et c'est que des professeurs des écoles, c'est pas des professeurs spécialisés. Donc on le travaille comme ça. Maintenant, s'ils me demandent à ce que ce soit travaillé entre nous, et que en tout cas je constate pas qu'il y ait quelque chose où il se serait mis en danger, à ce moment-là on le travaille entre nous et on entame on va dire une thérapie ensemble. En tout cas j'entame un suivi avec cet élève. Ouais, pas évident du coup, surtout au départ, sans expérience, tu as dû faire des erreurs un peu, non ? D'appréciation ou de jugement. Alors non, heureusement, mais je pense que ça aurait pu m'arriver. Après, c'est vrai qu'en fait, quand je suis arrivée dans la santé scolaire, j'étais à Paul Arène, qui du coup n'est pas du tout le même public. Et je m'étais posé la question à ce moment-là, est-ce que je continue là-dedans ? Parce que effectivement, à Paul Arène, c'est pas la même demande qu'il y a. Alors, les infirmières qui sont là-bas ont aussi énormément de travail, mais le travail se fait totalement différemment. Le fait que je sois restée là-dedans et que j'ai passé, parce qu'on peut le faire aussi en tant que contractuel, donc sans avoir passé le concours, le fait que j'ai passé le concours, c'est cette possibilité en fait de pouvoir aller travailler avec les éducateurs, avec l'aide sociale à l'enfance, où le travail du coup est totalement différent. Et effectivement, la thérapie est totalement différente avec des élèves avec du handicap et des élèves qui n'ont pas de handicap. Du coup, on parlait de la relation avec les enfants, tout ça. Oui. Tu disais que tu faisais de la 6e au CAP ? Oui. Est-ce que... Enfin, t'es obligé, mais c'est quoi les codes principaux en termes de différence de niveau de la 6e CAP que tu vois ? La manière dont tu dois peut-être t'intéresser. La façon dont je travaille forcément avec eux. Je vais pas forcément changer ma façon de faire. Alors c'est sûr que quand ils sont à 6e... Parce que c'est pas les mêmes codes, quoi. C'est encore des bébés. Donc en début d'année, on leur parle effectivement comme des enfants. Maintenant, effectivement, la particularité de l'EREA et de leur enseignement adapté, c'est qu'en termes de niveau scolaire, même en CAP, ils dépassent pas le CE2, CM1. Donc en fait la façon de fonctionner avec eux va se faire pas forcément en fonction de leur âge et de leur classe, mais en fonction de la façon dont eux vont se comporter. Parce que je vais avoir des CAP qui vont être très très enfantins et donc je vais m'adapter à leur côté très très enfantin, et je vais avoir des 6e qui vont être très précoces ou qui vont en tout cas me témoigner et me donner du travail que sur un milieu classique que j'aurais eu sur des classes de 3e seconde. Donc il n'y a pas de code en fait, il faut... Mais ça, alors c'est sur la santé scolaire, mais comme dans n'importe quel endroit en fait, on s'adapte à la personne qui est en face de nous. Parce que même la même personne, je peux lui parler comme un enfant qui va avoir 4-5 ans, parce qu'à ce moment-là, c'est ce dont il va avoir besoin. Comme je peux avoir des conversations et un suivi de
de jeunes qui vont avoir 16-17 ans. Donc en fait, ça dépend. Émotionnellement, une fois que t'as terminé la journée, t'arrives à c'est faire, compliqué. à faire off-on ou c'est compliqué? Bah, c'est compliqué, surtout qu'en fait, moi, en termes d'horaire, j'ai des horaires coupés parce que j'ai l'internat. Sur l'internat, Ok. ce qui fait qu'en fait. Alors, j'ai moi-même adapté mes horaires avec ma directrice et j'ai moi-même choisi mon temps de plage horaire aussi pour m'adapter à mes enfants où le matin je peux les amener à l'école et le soir aller les chercher. En tout cas, qu'ils fassent pas beaucoup de garderie. Mais ça implique en fait que de 18h30 à 20h30 officiellement, je retourne au travail. Et quand je dis officiellement 20h30, c'est qu'en fonction de ce qui va arriver, je vais pouvoir finir un peu avant. Comme je peux finir à 23h parce qu'il y a eu une crise au milieu ou parce qu'il y a d'autres choses à gérer sur l'internat. Parce que moi, l'internat, je le fais dans les couloirs avec eux. Je reste pas dans mon bureau à attendre qu'ils viennent me voir. En fait, je reste dans les couloirs et du coup, s'il y a une crise qui arrive, il faut la gérer à l'instant T. Du coup, tu fais quoi dans les couloirs? T'essayes de... alors, du coup, que ça soit eux qui viennent vers toi ou plutôt... pour certains qui ont des traitements, je vais les voir parce qu'il y en a beaucoup en fait qui veulent pas avoir leur traitement devant les autres, ce que je peux comprendre. Donc parce que déjà qu'ils ont des handicaps. C'est toi qui amorce et qui va vers eux plutôt. Ouais. Après, pour ceux qui n'ont pas de traitement, en fait, je suis assise dans le couloir avec les surveillants et pour certains, ils viennent me chercher. Souvent, c'est d'autres camarades qui viennent me chercher en me disant un tel voudrait te voir et du coup, je vais dans leur chambre et on discute. Des fois, c'est rien du tout, comme des fois, ça va durer 1 heure. Il n'y a pas un soir qui se ressemble. Je pourrais pas décrire un soir d'internat parce qu'il y en a aucun qui se ressemble. Et puis, en fait, ils ont le mélange de l'handicap associé au fait qu'ils sont adolescents, en fait. Donc, forcément, ils sont aussi dans la rébellion et dans je vais faire les bêtises qu'une autre personne aurait fait au même âge. T'as déjà eu une personne ou un enfant violent envers toi? Quand je dis violent, c'est alors, pas verbal spécifiquement envers moi. Verbal, oui. Alors, ça, le verbal, de toute façon, elle est rare. De toute façon, maintenant, leur façon de discuter entre eux, c'est des insultes. Maintenant, effectivement, moi j'ai la particularité où ils me voient différemment qu'un professeur. Donc ils vont souvent manquer de respect aux professeurs ou aux surveillants qui vont pas forcément se donner la peine de le faire avec moi. Parce que pour beaucoup, ils veulent pas non plus casser cette relation qu'on peut avoir et ce coin de repli qu'ils peuvent avoir même dans la journée où à un moment ils ont besoin de sortir de cours parce qu'ils ont un trop plein d'émotions. Du coup ils vont sortir, ils vont venir me voir, on va discuter ou même sortir ou même juste venir se poser et pas forcément discuter, mais d'avoir ce sas de décompression. Et je pense, après je suis pas forcément allée vérifier, mais je pense qu'en fait du coup ils se permettent pas des choses avec moi qu'ils se permettent avec d'autres personnes en ayant peur de casser ça. Et pour beaucoup je suis comme une maman en fait, pour certains qui n'ont pas et pour d'autres juste une seconde maman, parce qu'en plus l'internat quand on est jeune c'est pas... Enfin, alors, après quand ils partent de l'internat ils se disent on a vécu nos meilleures années. Quand ils arrivent, ils voient ça comme je suis pas avec papa, maman, je suis enfermée dans un établissement scolaire, laisse-moi tranquille. Donc, non. Violence verbale, c'est pas. Voilà. Il peut y avoir des insultes, mais ils n'ont jamais été violents. Violence physique, non. Maintenant, en arrêtant des bagarres, on s'en prend des coups quand même. Mais c'est pas. Ça vient pas spécifiquement à nous, en fait. C'est juste, on a pris le coup perdu. Oui, c'est pas toi qui es visé. Ouais. Après, la plupart du temps, quand on s'est pris un coup perdu, ils redescendent, un quart d'heure après, ils viennent s'excuser. Donc c'est pas grave, on passe à autre chose. De toute façon, je pars de ce principe-là. Il y en a beaucoup en début d'année, ils me disent je te tutoie, je te vous vois. J'ai dit moi, à partir du moment où si tu me vous vois et que tu m'insultes, ça sera la même chose. Je préfère que tu me tutoies, mais que en fait, ça se passe très bien, qu'il n'y a pas d'insultes et qu'on se parle très poliment. Qu'il y ait du respect. Le tutoiement ne me dérange en rien. Je leur ai dit si vous me voyez mais que derrière vous venez m'insulter, vous venez me frapper, non, ça va pas en fait. Mais oui, c'est juste la base de respect. Et pour moi, le respect, c'est pas forcément tu tutoies ou tu vous vois. C'est juste tu t'insultes pas, tu frappes pas. Et puis au pire, t'as eu un mot de travers, mais tu sais t'excuser derrière.
Et c'est ce que je leur dis. Là, beaucoup, ils viennent me voir derrière et me disent « Ah, je suis désolée, j'aurais pas dû réagir comme ça. » Je leur dis « C'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est que tu te rends compte que ça va pas, qu'on en discute de pourquoi ça s'est pas allé et tu essaies de réparer en fait derrière. » Alors après, effectivement, je leur dis « Maintenant, vous venez insulter telle personne tous les jours. Au bout d'un moment, vous aurez beau vous excuser, peut-être que la personne, elle en aura marre. Mais il y a le pas de te dire je vais quand même essayer de m'excuser. » Ouais, et pour eux, c'est aussi, hein. Même pour eux, ça leur demande beaucoup d'énergie de s'excuser. Parce que c'est vrai que de toute façon, pour ceux qui n'ont pas de famille, ils n'ont pas les codes de la famille. Pour ceux qui vivent en foyer, ils ont les codes du foyer, mais c'est pas forcément les codes classiques. Du coup, si on leur donne pas forcément le cadre de l'école, alors là, cadre particulier, parce qu'effectivement, il faut s'adapter à eux. Mais c'est ce que j'essaye de leur expliquer quand ils sont sur l'internat, qu'on leur dit non, mais vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas ci, de suite ils appellent ça la prison, et en fait derrière ils nous reviennent toujours, donc c'est que ça se passe très bien. Et en fait, c'est d'essayer de leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ne connaissent pas, dans une période de la vie qui est très compliquée au niveau de l'adolescence, qui en plus t'est pas donné par tes parents, c'est quelqu'un que tu connais pas en fait, et qui vient en fait te dicter ta loi. C'est compliqué pour eux, donc quand ils arrivent à venir te dire qu'ils sont sincèrement désolés, c'est que déjà ils ont fait un grand pas. Il y a eu un cap de franchi. Ouais. C'est un peu le but aussi, je pense, c'est de leur apporter ce cadre-là pour justement les amener à, quand ils font une erreur, de se rendre compte par eux-mêmes qu'ils font une erreur et essayer de la corriger pour plus la reproduire. C'est ça, mais c'est vrai que parfois c'est difficile parce que tu le verrais en fait dans un milieu classique. Alors quand je dis milieu classique, c'est pas que mes élèves sont attardés ou quoi que ce soit. Ils sont adorables, ils ont d'énormes capacités. Mais ils n'ont pas les capacités adaptées au circuit classique de la scolarité, parce qu'ils sont très intelligents, il n'y en a pas un seul ils ont leur capacité chacun dans quelque chose. Pour en connaître quelques-uns, pour en avoir bilanté quelques-uns, je peux confirmer que oui, niveau intelligence, c'est pas le problème. C'est ça. C'est niveau s'adapter à un milieu classique qui s'adapte pas à tout le monde. Ouais. Moi, ce que j'avais le plus remarqué, parce que pendant les quelques années où j'ai fait maître nageur, du coup, on avait certains groupes où on recevait un public un petit peu comme tu décris. Et là où moi, ce que j'avais remarqué, et puis de toute façon, ça se voyait rapidement, mais c'est au niveau de la concentration. C'est ça. Au niveau de la concentration, déjà de manière générale, quand tu apprends à des enfants un peu de pédagogie ou de l'apprentissage de la natation, faut quand même mettre un cadre, parce qu'il y a toute la partie sécurité et tout. Mais avec ce genre de public-là, faut vraiment que le cadre il soit... C'est ça, en fait, il faut que tu leur amènes un cadre, parce que c'est important pour eux dans leur développement, mais il faut que tu adaptes le cadre aussi à leur capacité, à leur temps de concentration. Déjà, le temps de concentration d'une personne lambda, elle est déjà pas très très longue. Alors, moi, quand je fais, parce que du coup, je fais des formations aux adultes, et notamment sur la santé mentale, les adultes, ce que je leur fais travailler, en fait, c'est que je leur demande d'avoir une conversation lambda avec quelqu'un. Et moi, derrière, en fait, je viens leur parasiter, leur dire des trucs dans l'oreille, des trucs comme ça. Et en fait, je leur dis, voilà, là, ce que vous vivez de pas réussir vraiment à mener votre conversation totalement normale, il y a des moments où il y a des blancs, il y a des moments où vous savez plus, vous arrivez plus à suivre le cours de la conversation. C'est exactement ça qui se passe, en fait. C'est qu'il y a 36 000 trucs qui se passent dans leur tête en même temps. Et en fait, de réussir à tout traiter en même temps, c'est possible pour personne, en fait. Il faut être juste et bienveillant, parce que moi j'avais l'impression que ça part vite au quart de tour quand t'es pas juste, ou que t'as pas, par exemple, repris de voler un qui sort du cas tout de suite, tous les autres, ou tu vas vite en avoir un qui dit lui il a fait ça, tu lui dis rien. Et là, ils ont un gros truc sur l'injustice. Voilà, quand ils se font gronder et que l'autre il a fait la même chose et qu'il s'est pas fait gronder, c'est là que ça nous fait partir les plus grosses crises, en fait. Et d'un côté, on essaie de ramener, mais tout en se disant dans notre tête qu'en fait, il a totalement raison, qu'il faut que la règle soit la même pour tout le monde.
Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être compliqué de se dire telle personne, peut-être que la règle, on va un petit peu plus l'adapter parce qu'il la comprendrait pas de la même manière. Mais par contre, oui, l'injustice chez eux, c'est 80% des problèmes qu'on peut avoir, c'est des notions d'injustice. Et ils partent au quart de tour parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude d'être en marge de ce que la société leur demande qu'ils sont toujours sur la défensive. Constamment. Oui, avec le moindre petite étincelle, ouais. Tout qui part. Il suffit pas de grand-chose, hein. Il suffit d'un mot de travers où tu lui aurais dit le même mot une autre journée, ça serait très bien passé. Mais là, t'es tombé sur le jour où y a ça qui est arrivé, il y a tel prof qui lui a dit ça, il y a tel cours qu'il n'a pas forcément compris, et puis ça l'énerve en fait de pas comprendre parce qu'il se dit parce que la vision déjà que beaucoup ont de la SECPA, c'est que déjà ce sont des attardés, ce sont des débiles. Donc déjà eux ils entendent tout le temps ça de la société, de leur dire ouais t'es en SECPA, t'es un débile. Alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même façon de fonctionner, c'est juste qu'ils ont besoin qu'on leur explique d'une autre manière. Et comme n'importe quelle personne, hein. Enfin, moi, quand on m'a appris des choses, il y a des fois, je les comprenais pas et on me l'expliquait d'une autre façon. Oui, en fait, c'était simple, mais fallait que tu me l'expliques comme ça. Fallait pas que tu me l'expliques comme telle autre personne me l'a expliqué, parce qu'en fait, quand tu le comprends pas, ça te tend. Tout à fait. Et puis, des fois, il y a besoin de répéter avant que ça rentre et pareil. Ça finit par rentrer. Pour les canaliser, le sport ou les activités, ça doit... fait que ça. Tu remarques que toi, ça les aide beaucoup. Ouais. On fait que ça. Alors ils ont des jokers dans la semaine où ils ont envie d'aller surtout le soir en fait, ils finissent les cours à 16h30 et ils ont le repas à 18h30, donc ça fait 2 heures de laps de temps. Et dans la semaine en fait on leur impose de faire des activités. Alors ça peut être des activités sportives, des jeux en collectif, pour certains ils prennent le minibus, ils vont jouer au city, ils vont faire du foot, sur les beaux temps, les amener au plan d'eau. Ça peut être des sorties, je sais que là il y a un professeur qui les prenait pour aller faire les courses, parce qu'il y avait un soir, c'était une autre professeure qui leur faisait faire de la cuisine, du coup pour leur apprendre la gestion du budget, du coup on allait faire des courses. Et puis en fait ils tiennent pas en place, donc il faut pas les laisser se rester sans rien faire. Alors oui, des fois ils sont fatigués et on les laisse tranquilles, mais en fait il faut leur occuper l'esprit constamment, parce que en fait si on les occupe pas, c'est là où ils vont être parasités par plein de lubies qui vont leur arriver d'un coup. Et en fait, le fait de pas réussir à le traiter et que l'autre à côté lui demande ça, mais l'autre à côté il lui demande autre chose, c'est là où ça va péter. Donc, mais ils marchent beaucoup par le sport chez nous. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de garçons pour le coup, donc le foot, ça, ils accrochent bien à ça. On avait une section pétanque pendant un moment. Il y avait certains qui allaient, mais oui, ils ont besoin de bouger. Moi je me souviens. Benjamin, on arrive à la piscine. Ouais, c'est notre meilleur moment de la journée. Là, c'était quelque chose. Et ouais, mais parce qu'en plus, la piscine, déjà, ça leur a fait dépenser beaucoup d'énergie. Énergie qu'ils ont déjà trop. Alors, s'ils ont quelque chose pour le dépenser, c'est encore mieux pour eux. Et puis, ça les fait sortir. Ça leur a fait apprendre des choses qu'ils apprennent pas forcément avec leur famille. Et puis oui, ça les occupe à autre chose. Ils sont friands de faire des activités sportives. Alors généralement, quand on leur dit bon, on va faire une randonnée, ils vont souffler et puis après derrière ils vont courir dans la montagne, ils vont être super contents. Mais après ça c'est propre de l'adolescence, c'est je souffle, après je fais. Ouais, j'allais dire, je connais aucun ado qui souffle pas avant d'aller faire une rando. Mais après ils sont super contents de faire. Quand il y est, hein. Mais... Faire la rando, ils sont super contents. Tu leur dis allez, on va prendre un ballon, on va au gymnase. La plupart, non, je vais rester sur le banc. Puis après, en fait, alors oui, tu vas en avoir un ou deux qui va rester sur le banc. Mais la plupart, ils sont en train de jouer, mais ils ont soufflé avant en disant tu me fais chier, j'avais pas envie de faire du sport là en fait. Mais une fois qu'ils y sont, ils sont bien contents. Mais une fois qu'ils y sont, ils sont bien contents. Et puis en fait, si tu leur mets dans leur chambre, ceux-là, ils vont te faire n'importe quoi. Et donc ils sont bien contents. Parce qu'ils ont besoin de se dépenser et parce qu'en fait, ils ont besoin de faire quelque chose. Donc, et puis ils ont besoin qu'on leur propose de faire quelque chose. De même, de toute façon, c'est des adolescents. L'adolescent de lui-même va faire des bêtises et va rarement de lui-même te proposer de faire une activité.
C'est propre à l'adolescence. Voilà, ça c'est l'adolescence pour le coup, on peut pas leur enlever qu'ils sont en pleine adolescence et que c'est ça que j'essaie d'expliquer aux adultes quand je leur fais les formations, c'est que l'adolescence en tant que telle, c'est pas un choix de leur part d'être flemmard, d'être comme ça, c'est que c'est comme se dire que on jouait sur le téléphone, on avait 2 touches. Et que dès qu'on arrive à l'adolescence, on a 50 000 touches, on arrive dans un avion de ligne et qu'il faut tout contrôler d'un coup, mais on les connaît pas. Personne nous a expliqué comment il faut faire. Et le film vice versa, le deuxième, il est super pour expliquer ça, pour le coup. Je vais essayer de leur faire des cinémas débats l'année prochaine et je pense que je vais leur montrer vice versa pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui leur arrive. Ouais, je pense que ça peut être super intéressant. Pour le coup, voilà, je vais le tenter, on verra comment c'est reçu. Parce qu'après, pour beaucoup, ils vont me dire ouais, tu me montres un dessin animé. Après, ils vont être super contents de regarder un Disney, hein, mais. Ouais, mais après, tu sais pas. De toute façon, si tu tentes pas, tu sauras pas. C'est ça. De toute façon, j'essaie de renouveler chaque année ce qu'on essaie de faire, avec eux. Que ce soit sur l'adolescence, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur tout ce qu'on a abordé avec eux. Où, ils vont souffler, et puis après, ils vont être contents. Et puis, regarder les films, ça leur fera louper un coup, ils sont contents. Et sur la partie business, est-ce que tu pourrais, en plus de l'établissement dans lequel tu travailles, aller dans d'autres établissements, facturer tes services, ou tu as l'exclusivité ? Alors, établissement scolaire, non. Hors formation pour adultes, où les formations pour adultes, c'est les établissements qui me demandent de former leur personnel. Alors, sur la santé, moi je fais la santé sexuelle. Tout ce qui est éducation vie relationnelle, affective et sexuelle, santé mentale, et là je vais me lancer dans le secourisme. C'est quoi, tu passes des certifications Les PSC1 en fait, donc c'est les premiers secours. Jusqu'à présent je pouvais faire passer aux petits tout ce qui était gestes qui sauvent, mais après pour certaines classes ils sont dans l'obligation de sortir avec le diplôme de premier secours. Et du coup, l'éducation nationale me propose de me le financer, je vais pas cracher dessus. Et pour tout ce qui est sexualité, tout ça, tout ce qui est sexualité, en termes des élèves, je suis exclusif à mes élèves à moi. Quoique, on essaye de monter là avec le rectorat, en tout cas du 04, de pouvoir travailler en collaboration, nous toutes infirmiers et infirmières sur la santé scolaire, parce que on a beaucoup de choses qu'on pourrait balayer, ce qu'on va faire en fonction des demandes des établissements. La santé sexuelle, celle-là, elle est obligatoire dans tous les établissements, mais après il y en a certains qui vont sur l'alimentation, ils vont se sentir super bien à parler de ça, mais ils vont pas se sentir de parler de sexualité. Donc on essaie pour l'instant c'est pas encore fait, mais on aimerait bien pouvoir créer comme une équipe en fait toi tu te sens pas d'aller parler de ça, viens faire dans ton établissement, je te fais tel sujet, moi je me sens pas de parler de ça, est-ce que tu voudrais pas venir dans mon établissement le faire ? Ouais, un pôle. Et ça se fait pas encore pour l'instant. Parce que toi pour l'instant tu fais les cours à tes élèves à toi, mais par contre je crois que l'autre fois tu me disais que tu fais de la formation aussi pour je fais la formation pour adultes. En fait, alors ça fait 2 ans que c'était dans les tuyaux de créer un programme sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc de créer un programme officiel. Ouais. Et là, ça y est, il a été voté et il rentre en vigueur en septembre. Sauf que ça implique, qui dit programme, dit c'est pas un seul personnel qui peut s'occuper, parce que du coup ça nous demande en fait de la maternelle, donc de la petite section, jusqu'à la fin du cursus, donc CAP, voire soit jusqu'à la 2e année de CAP, soit jusqu'à la terminale, que chaque année ils aient 3 séances par an sur divers sujets, mais sauf qu'un seul personnel peut pas le faire. Moi j'ai un petit établissement, toute seule je peux le faire. Dans un établissement comme Port-la-Reine où ils ont 1500 élèves, c'est pas une personne qui peut s'occuper de ça. Tout à fait. Parce qu'effectivement, moi je vais brasser, j'ai une classe par niveau. Ça va pas, ça me demande du travail, mais je peux le faire.
Quoique là, j'ai demandé à mes professeurs si on pouvait pas le travailler aussi ensemble parce que ils ont peut-être une autre vision que j'ai pas forcément. Mais du coup, ça implique que tout le personnel, en tout cas des établissements, pourrait se mettre dedans. Donc ça va des surveillants jusqu'à la proviseure. La proviseure ne le fera pas parce qu'elle a autre chose à faire. Ah bon. Mais sur le fond, ça implique que tout personnel embauché par l'Éducation nationale pourrait aller auprès des élèves et faire une de ces 3 séances par an, donc par année par niveau, ouais. De le faire. Parce qu'une séance, c'est pas je te fais un quart d'heure. Une séance, c'est normalement minimum 2 heures. Ouais, donc ça fait déjà un bon cours à donner. Quand tu arrives dans des établissements où déjà rien qu'en 6e, tu as 7 classes à faire, et tu dois faire 3 séances d'au moins 2 heures sur 7 classes, mais tu as fait que les 6e, et il faut faire aussi les autres classes. Et puis pour ceux qui sont infirmières qui ont les secteurs, donc qui ont aussi les écoles maternelles, les écoles primaires, rien que celle qui a le secteur donc qui fait Paul Arène et qui a le secteur, elle va jusqu'à Barcelonnette, jusqu'à Thury au niveau des écoles. Donc elle a une 30aine d'écoles à se brasser. Avec le nombre de classes. Donc toute seule, c'est pas possible de le faire. Mais en même temps, du coup, un professeur des écoles qui est pas formé, il va pas se sentir... Alors effectivement, surtout de la petite section jusqu'au CM2, on leur parle pas de sexualité. Mais il faut que tu leur apprennes avant, tout ce qui est consentement. Donc c'est vrai que quand on leur parle de consentement, de suite on se dit on va leur parler de consentement sexuel, sauf que le consentement, c'est tu veux pas que je te fasse un bisou, je te fais pas un bisou. Tu veux pas que je te fasse un câlin, je te fais pas un câlin. Et bien ça, on s'est rendu compte... Alors très tardivement, mais on s'est rendu compte que ça serait bien en fait de l'apprendre aux petits de petites sections qui c'est normal qu'ils le connaissent pas. Mais si tu leur dis pas toi t'avais envie d'un câlin mais ton copain il a pas envie d'un câlin, ne va pas lui faire un câlin. Il a pas envie de te donner la main, ne va pas lui tire pas la main pour qu'il te donne la main alors qu'il en avait pas envie. Parce qu'effectivement derrière malgré tout ça peut faire des dégâts. Tout à fait. Et donc du coup le programme est arrivé et il a fallu former les personnels des différents établissements. Alors pour l'instant on était sur le volontariat, on va vite arriver sur des formations de tout le monde. Alors effectivement on peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, on forcera pas à le faire. Déjà parce que c'est pas sympa pour la personne, et puis quand tu n'as pas envie de faire un truc ou quand tu t'y connais pas trop, en fonction de l'information que tu vas apporter, c'est pas forcément la bonne information que l'enfant a besoin d'entendre. Oui, et puis faire de la formation, c'est pas non plus inné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Puis même parler de sexualité, c'est pas inné à tout le monde, parce qu'effectivement, maintenant, on nous demande de parler à partir de la 4e, de la prostitution des mineurs. Il faut se sentir accroché quand même pour aller parler de la prostitution des mineurs, pour aller parler des violences sexuelles intrafamiliales. Il faut se sentir accroché de te dire oui, je vais aller former, je vais accepter que dans mon établissement j'ai peut-être des mineurs qui se prostituent, et je vais peut-être accepter que dans mon établissement j'ai des enfants qui sont agressés par leur famille. C'est déjà pour toi, ça te demande énormément. Alors si ça, il faut que tu ailles l'expliquer auprès des élèves alors que tu te sens pas apte à le faire. T'es en droit de pas te sentir apte, mais au moins on t'a donné l'information, parce que par contre l'élève, si t'as choisi toi comme quelqu'un de confiance et qu'il vienne te donner l'information à toi, c'est toi qui dois te débrouiller avec cette information, parce que cette information tu peux pas aller la donner à quelqu'un d'autre en lui disant tu fais le signalement toi. Tout à fait. C'est la personne qui l'a reçu qui doit faire le signalement. Sauf que faire un signalement, c'est pas j'écris juste un papier. C'est pas anodin. Déjà le papier il est très long à écrire, et puis effectivement ça peut te lancer dans une procédure derrière où tu peux être convoqué à la gendarmerie. Ça m'est jamais arrivé d'aller jusqu'au tribunal, mais si l'avocat veut te convoquer au tribunal, c'est toi qui a reçu l'information, tu dois te sentir apte, même si c'est 5 ans après, de venir dire oui, il m'a raconté ça. Et puis il faut aussi te dire et avoir la formation. Ouais. Ça fait partie du coup des choses de toute façon qu'on garde pas pour nous, alors que ce soit nous avec le secret professionnel, mais comme n'importe quelle personne. Parce que pour n'importe quel humain lambda, prendre ça de suite d'un coup, déjà il faut que tu arrives à souffler, te dire bon, ok, j'ai reçu ça, maintenant il faut que j'écrive, il faut que je prenne conscience de tout ce qui peut y arriver derrière, et il faut que je prenne conscience de tout le suivi qu'il va y avoir de cet élève derrière à faire.
Donc malgré tout, la formation aux adultes, elle permet qu'ils puissent avoir de nouvelles compétences pour se lancer dans les éducations s'ils ont envie de le faire. Mais aussi, s'ils n'ont pas envie de se lancer dedans, qu'ils aient quand même cette information de tout ce que le programme implique et de tout ce qui peut t'arriver si un élève vient se confier à toi, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Parce que ça s'apprend. Enfin, on le fait pas en claquant des doigts, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors bien entendu que c'est à la personne qui reçoit l'information d'écrire. Maintenant, elle peut se faire aider pour écrire et c'est pas, on leur dit pas, vous restez dans votre coin et vous débrouillez avec ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais définir un petit peu plus ce qu'est la SECPA ? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais oui, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Alors, en fait, souvent, en fait, donc ceux qui partent en SECPA, c'est après le primaire. Avant ça, il existe les classes Ulysse où il y a déjà des classes Ulysse, donc c'est déjà de l'enseignement en fait adapté dès le primaire, mais il en existe dans le collège aussi. Effectivement, en fait, en SECPA, souvent ce sont tous les enfants 10, donc tout ce qui va être dyslexique, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie aussi, du coup. Qu'on va accueillir et en fait du coup on va avoir nécessité du coup d'adapter alors soit les supports pour ceux qui sont dyslexiques ou peut-être qu'il y a certaines polices d'écriture qui vont pas forcément comprendre. Pour les dysorthographiques, du coup le passage à l'écrit est difficile, alors c'est souvent à ce moment-là où je finis par te les envoyer parce qu'ils vont avoir besoin d'ordinateur. Parce que c'est quelque chose qui va les faciliter. Maintenant aussi, du coup, sans ordinateur, on peut les faciliter, ou du coup, au niveau des dictées, par exemple, ils ont des dictées à trous. Comme ça, plutôt que d'écrire une dictée où ils vont faire 15 fautes d'orthographe pour 10 mots, du coup, on leur demande juste quelques mots à écrire. Pour les dyspraxiques, alors c'est vrai que nous, sur les REA, on a à partir de la 4e, ils ont des ateliers, parce que du coup, nous, on a des CAP. Donc, on a le CAP métallier, le CAP maçon, les menuisiers et les jardiniers paysagistes. Alors, on a axé beaucoup nos CAP sur quelque chose de très manuel. Mais, pour ceux, par exemple, du coup, qui ont des troubles du comportement et des troubles de l'attention, les faire passer au manuel, on leur offre aussi de grandes possibilités de s'exprimer autrement. Donc voilà, c'est souvent soit parce qu'ils ont vu qu'ils avaient des soucis au niveau du primaire, ou les maîtresses ou les maîtres, ils ont remarqué que peut-être pour la lecture, pour les dyslexiques, ça a été compliqué de faire la lecture. Et alors beaucoup de maîtresses maintenant commencent à leur proposer aussi des supports exprès pour les dyslexiques, pour essayer un petit peu de voir si ça peut les aider, sans faire de diagnostic, parce que ça, de toute façon, il faut passer par une neuropsy pour le faire. Mais passer par une neuropsy aussi, c'est un certain coût que beaucoup de familles ne peuvent pas forcément s'offrir. Donc des fois, en fait, ils nous sont affectés parce que les psychologues d'éducation nationale, pour le coup, ont une formation de psychologue clinicienne. Mais du coup sont beaucoup axés sur l'orientation. Alors sur l'orientation après la 3e ou après la terminale, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais aussi ils font des bilans en fait dès le primaire, pour voir s'il n'y a pas des milieux qui seraient plus adaptés pour eux et qui seraient plus facilitants pour eux pour l'apprentissage. Voilà. Ouais, je trouve que c'est un bon résumé, ça permet de... Voilà. Mais après, c'est vrai que la SECPA, on a les 10, on a les troubles du comportement, on a aussi ceux qui, le scolaire ne leur plaît pas, ils n'ont pas forcément le trouble associé. Oui, alors beaucoup ont le trouble associé, mais il y en a aussi qui ne sont pas scolaires. Et qu'en fait, du coup, les mettre dans un milieu classique où du coup on est sur de la notation sur 20, où on a une recherche de performance, mais quelqu'un qui est pas scolaire, il va pas y arriver parce qu'il accroche pas, et en plus du coup il va se retrouver à avoir des zéros, et au niveau de l'estime de soi, ça fait des ravages. Ouais, c'est un enfant qui va se retrouver en échec sur échec sur échec, alors qu'il a énormément de choses à montrer. Alors que souvent, en fait, tu les orientes vers des cursus, ou même des métiers, en fait. Et c'est vrai et c'est là où on essaie de leur travailler, parce que effectivement, beaucoup me disent, mais on va avoir qu'un CAP, on n'aura pas de bac.
Alors déjà, je leur dis, du coup, il y a beaucoup de CAP qui sont très bien. Et puis, ça peut aussi ouvrir vers des bacs pro derrière si vous avez envie de les faire. Tout à fait. En fait, c'est le travail on te donne la connaissance que tu as besoin d'avoir, on te la donne autrement pour éviter de casser toute l'estime de soi que tu pouvais avoir à la base, qui est déjà pas très haute. Parce que au niveau du primaire, il n'y en a pas beaucoup qui sont orientés dès le primaire. Il y en a beaucoup qui ont fait de la petite section jusqu'au CM2 et qui se sont pris échec sur échec. Alors des fois, ils tombent sur des maîtresses hyper bienveillantes. Il y en a, il en reste, et comme dans n'importe quel métier, il en reste qui sont encore à la vieille école et qui du coup, si tu réponds pas à la performance, si tu réponds pas au cahier des charges, tu vas te le prendre le 0, quoi. La plus grande force, je trouve, c'est Anthony Bourdon. Par rapport à ça, tu vois qui c'est, l'entrepreneur? Non. Ouais, je te le montrerai, c'est obligé que tu l'as vu passer. Il fait même l'émission sur M6 où... je sais plus comment elle s'appelle cette émission. Tu vas être mon associé, un truc comme ça? C'est ça. Ok. Et lui, du coup, il a été Oui, abandonné. Et il a vécu dans la rue, il a vécu en foyer. Et aujourd'hui, il gagne la Ligue des champions des entrepreneurs. Et hormis ça, c'est que il a créé des marques, il a créé des startups. Il transmet une énergie quand il parle. Il véhicule un message qui est très très fort. C'est ça qu'en fait, on essaie de leur apprendre, c'est de leur dire, ok, vous n'avez pas les capacités du cahier des charges classique, mais les capacités, vous les avez. C'est juste qu'il faut les exploiter autrement. Et vous n'êtes pas en fait des rebuts de la société, c'est juste là tout de suite vous n'avez pas trouvé votre voie, et puis beaucoup ils me disent en troisième mais je sais pas ce que je vais faire donc je me lance là-dedans. Je leur dis écoute, au pire tu passes ce diplôme ou au pire tu te réorientes. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir trouvé notre orientation tout de suite. Lui il met en avant le fait que par contre il faut en faire plus. Il met beaucoup en avant le fait que quand tu es un petit peu comme ça, que tu pars quand même avec des difficultés dans la vie, faut que tu donnes les moyens d'en faire plus que les autres. Si vraiment tu veux t'en sortir, il faut que tu en fasses plus que les autres. Forcément, tu pars de plus loin, donc tu as plus de chemin. Ils en font forcément plus déjà de base. Oui. C'est déjà inné pour eux, mais en fait, voilà, et je pense effectivement qu'ils aient cette personne-là de se dire, lui aussi, en fait, il était comme nous à la base, et en fait, il a réussi. Ça peut-être pas au 6e, mais tu vois, ça peut être un... Ça peut les intéresser, 6e aussi. Ça peut être un personnage, vraiment, il est ultra inspirant. Parce que moi, son histoire, où il en est. Les 6e, alors de toute façon, ça va avec leur génération, ils sont beaucoup à me dire qu'ils vont devenir influenceurs, qu'ils vont devenir ça. J'essaye pas de déconstruire leur rêve de devenir influenceur. Moi, ce que je leur donne derrière, quand on parle des réseaux sociaux notamment, c'est ok, vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, par contre, ça va vous demander de faire beaucoup. Enfin, c'est pas les influenceurs, vous voyez que ce qu'ils ont envie de montrer. S'ils vous montrent pas tout le travail qu'il y a derrière, c'est pas, on fait pas une vidéo en claquant des doigts comme ça et elle va pas percer tout de suite. Peut-être qu'il va en falloir 100, peut-être qu'il y en a une qui va percer, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'heures de montage derrière. Leur expliquer dès la 6e, c'est pas forcément plus mal. Alors effectivement, le discours va peut-être être un peu plus adapté, mais ils ont besoin de l'entendre des petits parce que de toute façon, sinon ils iront chercher une information de part. Et ils vont pas forcément retrouver la bonne information. Anthony Bourdon. Je leur montrerai. Je pense que ça peut les intéresser. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Des fois, il suffit d'avoir ce qu'on appelle un petit peu un mentor. Donc ça peut être lui ou une autre personne, mais des fois un mentor, et puis tu vas t'identifier à cette personne-là, notamment dans les moments qui vont être encore plus difficiles. Des fois, ça peut être même juste... Tu vas retenir une phrase d'une personne et elle va résonner en toi et je sais pas, ça va rester comme une fibre et ça peut aider les enfants ou les parents. Ils ont juste besoin qu'on leur montre qu'ils sont capables. Que peut-être que la première voie qu'ils ont utilisée c'est pas la bonne, mais qu'ils sont totalement capables de le faire, ils prendront une autre voie. Alors oui, peut-être qu'ils vont avoir 2 fois plus de travail à faire comme lui l'a fait, mais ils peuvent y arriver. Si vraiment ils se donnent les moyens, ils peuvent y arriver. Ils sont en capacité, ils sont pas débiles, ils y arriveront. Mais effectivement, il faut de la motivation, ça ne leur tombera pas tout cuit dans la bouche. Et pour faire la transition, tout à l'heure tu parlais aussi, on parlait un petit peu sexualité. Du coup, toi, à titre personnel, t'es avec une femme. Oui. Si t'as envie d'en parler.
Oui. C'est juste, c'est bien aussi de démanteler un petit peu ça. Et on parle du regard de la société. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu vois qu'il y a eu une évolution? Alors, oui, il y a une évolution ton parce que ça devient de plus en plus médiatisé. Après, c'est vrai que moi, je suis une femme, donc en fait, l'homosexualité féminine a toujours beaucoup mieux passé que la masculine. C'est pas faux. Donc, j'ai pas forcément été confrontée, moi, à de l'homophobie. Parce qu'après, on est aussi dans une génération où c'est quand même plus accepté qu'il y a des années en arrière. Maintenant, c'est vrai que la toute première année où je suis arrivée sur l'EREA, j'en ai parlé à une collègue que j'étais mariée à une femme. La première chose qu'elle m'a dit, pour moi il n'y a pas de souci, par contre fais gaffe à qui tu en parles parce que effectivement on a une population très macho, donc ils accepteront pas. Alors il s'avère qu'ils ont très bien accepté derrière en fait, donc en fait ils sont fichés. Mais effectivement malgré tout j'ai quand même eu cette réflexion. Mais c'est vrai que je suis une femme, donc en fait dans l'image de la société, c'est pas grave. Donc t'en as pas du tout souffert J'en ai pas... Non, j'en ai pas souffert parce que j'ai une famille qui l'a accepté. Alors bien entendu que les premiers temps, ça a été compliqué. En plus, pour le coup, ma famille, eux, ils l'ont appris au moment en fait où je me suis mis avec ma femme actuelle. Parce que avant, je leur montrais pas forcément, parce que pendant toute mon adolescence, j'ai eu une adolescence purement hétéro, purement classique au vu de la société, et donc les gens l'ont pas forcément vu. Mes proches, amis proches le savaient, mais tant qu'ils m'avaient pas vu, c'était pas un souci. Maintenant, effectivement, il y a eu la pilule à passer, mais la pilule a fini par passer, donc je pense que ça m'a aussi facilité la tâche. Toi, c'est quoi? C'était dans la transition de l'adolescence où tu as trouvé ton attirance Je le savais sexuelle déjà avant, sauf que j'ai fait ma scolarité en fait dans un établissement catholique, dans un établissement privé catholique. Et bien que je connaissais forcément mon orientation à ce moment-là, ça m'est pas... Enfin, il était plus facile de se mettre avec des garçons que de se mettre avec des filles. Alors peut-être que j'ai pas cherché non plus, hein, mais pour moi c'était plus facile comme ça. Et j'ai profité de l'arrivée de tous les sites de rencontres qui a pu arriver. Pour le coup, moi j'ai connu ma femme sur Tinder, hein, donc... Gaëtan pourra très bien raconter les anecdotes. C'était pas du tout prévu normalement que ça soit une relation pérenne. Et écoute, ça nous est tombé dessus. Et puis tant mieux. Hein. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a aucune règle. Mais du coup, ouais. On est quand même sur une génération où c'est plus facile. Maintenant, c'est très médiatisé. Même pour les garçons, ça devient de plus en plus médiatisé. On le voit maintenant dans les télé-réalités, donc ça ouvre un peu plus les choses. Dans les films, dans les séries. On le voit dans les films. Alors maintenant, est-ce que pour certaines personnes, ils vont dire qu'on le voit un peu trop? Peut-être. Maintenant, je sais pas si on le voit trop ou si c'est juste que comme c'est pas encore ancré dans la société. C'est peut-être pas trop, mais c'est qu'on passe de quelque chose qu'on voyait pas du tout à beaucoup. Ouais. Oui, je pense qu'en fait, il y a pas eu de transition. Mais pour le coup, par exemple, on a scolarisé notre fille de maman, très bien. Ils s'en fichent complètement. Même, en fait, eux, ce qui les importe, c'est simplement que les enfants soient totalement équilibrés et que. Donc voilà. Je peux pas forcément témoigner de quelque chose qui soit difficile parce que ça n'a pas forcément été difficile pour moi. Non, mais si t'as une personne qui nous écoute, que ça soit une fille, un garçon, un homme, une femme, et je sais pas, qui a du mal à faire son coming out ou quoi, est-ce que, je sais pas, trouver des conseils ou des billes pour lui permettre d'y arriver, ou est-ce que c'est pas, pour certaines personnes ça peut des conseils, ça va être propre en fait aux personnes qui vont l'entourer. Maintenant, si les personnes dans l'entourage ne veulent pas accepter et préfèrent couper les ponts avec
avec elle ou lui à cause de ça, c'est que c'était pas forcément des personnes qui étaient très bénéfiques. Oui, c'est sûr, c'est que les personnes elles t'aiment pas, ça c'est sûr. Maintenant, une orientation ça changera pas. Et c'est ce que j'apprends du coup moi aux adultes, parce que l'orientation sexuelle et les discriminations, on en parle dans les formations, et c'est ce que je leur apprends, parce que beaucoup me disent mais non, mais c'est quelque chose qu'ils ont choisi. Et ce que je leur explique, c'est pas qu'ils ont choisi l'orientation, c'est qu'ils ont choisi de l'assumer. L'orientation elle changera pas. Tu es attiré par les filles, tu es attiré par les garçons, tu resteras attiré par les filles, tu resteras attiré par les garçons. Tu peux être attiré par les deux, tu peux être attiré par n'importe quoi en soi, ça changera pas. Donc si aujourd'hui la personne est attirée par le même sexe, il y a de grandes chances qu'elle restera attirée par le même sexe, et que par contre elle se rendra malheureuse d'aller avec le sexe qui est attendu par la société. Maintenant, pour une personne bisexuelle, ça peut-être que ça lui posera pas de soucis. Mais pour quelqu'un, par contre, d'homosexuel, il y a peu de chances que ce soit... C'est pas une lubie, quoi. C'est quelque chose qui est ancré, que peut-être qu'ils le découvrent de manière tardive, parce que la société leur a pas montré avant, parce que ils sont restés effectivement dans le fil conducteur de tous les copains-copines qu'il y avait autour, ou de papa-maman. Mais on se rend bien vite compte qu'on est malheureux si on n'est pas avec la bonne personne. Mais ça va dans toutes les relations, hein. Même dans une relation hétéro, on reste avec la mauvaise personne, on n'est pas heureux. Oui, c'est pas qu'en amour, c'est aussi en amitié. Hein. Des fois, tu peux avoir des personnes dans ton entourage, amicalement parlant, tu vas soit te voiler la face, ou tu vas t'en rencontrer au fil des années. De toute façon, si une personne essaie de te changer, c'est que c'est pas une personne qui est forcément... Alors, il y a changer. Si il t'amène vers un upgrade de toi-même, parce que mais que il te conseille, mais c'est toi-même qui prends la décision, c'est différent que quelqu'un qui te dit non mais en fait t'es comme ça, il faut pas que tu sois comme ça, donc deviens comme ça. Là, c'est pas la bonne chose, et c'est peut-être pas une bonne personne pour toi. Et ça va dans toutes les relations, effectivement, dans le côté amical comme dans le côté amoureux. Et du coup, il y a aussi la particularité que vous avez eu des enfants. Oui. Du coup, ça, tu veux aussi peut-être en toucher deux mots. Notre première fille, alors les deux, on les a eues de manière, on va dire, on appelle ça le artisanal. C'est-à-dire que c'est un donneur qui nous a fait don de son sperme, et on l'a injecté, nous, de manière artisanale avec une seringue. Maintenant, voilà, notre première fille, on l'a eue, la PMA n'existait pas encore en France. Donc en fait, c'était soit on faisait ça, soit il fallait aller à l'étranger. Mais qui dit aller à l'étranger, c'est mettre minimum 10 000 € pour faire un essai, et c'est pas sûr que l'essai fonctionne. Sauf que moi, je suis atteinte d'endométriose, et il y avait 90% de chances que ça marche pas. En tout cas, que les 10 000 €, il fasse les remettre plusieurs fois pour que ça finisse par fonctionner. Et en fait, c'est dans une soirée d'insomnie où j'ai cherché et où j'ai trouvé effectivement comme un site de rencontre, mais c'est pas vraiment un site de rencontre, c'est un site qui met en relation des gens des hommes qui veulent donner leur sperme, parce que soit parce qu'ils ont fait trop de dons à la banque de sperme, parce qu'ils ont droit qu'à un nombre de dons maximal à faire, soit parce qu'ils ont été refusés, parce qu'on leur demande de mesurer la motilité de leur spermatozoïde, et ils répondent pas je crois que c'est 80%. Et ça a été le cas pour le coup du deuxième donneur qu'on a eu pour notre deuxième fille, où lui en fait il a été refusé à la banque de sperme, mais en fait il ressentait ce besoin en fait de pouvoir aider des personnes qui seraient pas en capacité d'avoir des enfants, parce que du coup ce site il met en relation des donneurs, mais pas forcément pour des couples homosexuels, ça peut être pour des personnes qui sont seules, ça peut être pour des couples hétéros dont le mari ne peut pas, parce que le parcours PMA est très, très long, très douloureux à faire, et soit on se sent pas capable de se lancer dedans, soit psychologiquement ça demande énormément de choses, et même au niveau de l'épreuve du corps ça demande beaucoup. Et du coup on a tenté comme ça.
Et puis en fait on est tombé sur un premier donneur sur Lyon qui était très gentil et qui pour le coup ça a marché. Alors on avait testé d'autres donneurs avant avec qui ça n'avait pas fonctionné. Et lui pour le coup on l'a vu 2 fois je crois et ça a fonctionné. Et le donneur du coup tu le rencontres. Il reste pas anonyme. Non, tu le rencontres. Maintenant, hormis le deuxième où c'était son choix en fait de quand on s'est rencontrés de montrer sa carte d'identité, où il avait fait plein d'examens. Beaucoup font des dépistages parce que du coup sur ce site-là ils proposent de l'artisanal pour ceux qui veulent faire de l'artisanal. Il y en a aussi qui proposent des dons mais qui le font que de manière naturelle. Donc d'avoir des rapports. Il y a la manière semi-naturelle aussi, où du coup c'est juste à la fin où il va y avoir le rapport. Et il y a la méthode artisanale. Nous, on a fait le choix, plus ma femme a fait le choix pour le coup, parce qu'elle se voyait pas, elle peut pas porter d'enfant, donc du coup c'est moi qui ai porté les deux. Et elle se voyait pas, parce que j'ai des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre en fait. Et ce que je peux comprendre après en soi. Mais elle se voyait pas et donc en fait on est tombé sur deux garçons pour le coup qui l'ont fait de manière artisanale. Alors du coup le premier il était à Lyon donc heureusement que ça a fonctionné assez rapidement. Le deuxième ça a mis beaucoup plus de temps mais il était sur vitrole donc ça demandait juste à calculer les cycles, à calculer quand est-ce qu'étaient les ovulations et à y aller à ce moment-là. Maya, je vais te faire un petit jeu simple. Allez. Je te pose des petites questions. Tu réponds par oui ou par non. Après, si tu souhaites apporter des petites nuances, ou même on peut approfondir les sujets, il n'y a pas de souci. Ok. Tu arrives à ne pas craquer quand un enfant te regarde avec des grands yeux tout tristes? Non. Aucun parent sain d'esprit qui aime son enfant ne craquerait pas devant son enfant qui lui demande quelque chose. C'est dur, hein. Et dans le cadre du travail? Un peu plus, mais après ça c'est dans ma formation, on nous a appris à essayer de pas faire de transfert. Maintenant ça m'arrive, là j'ai une gamine qui vient de partir, là qui vient de finir sa 3e, je vais plus la voir. J'ai fait un très très long suivi avec elle depuis la 6e. Il y a forcément des choses que à elle je laissais passer que je ne laisse pas forcément passer aux autres. Est-ce qu'il t'arrive de chanter dans ta journée au travail pour décompresser? Chanter, non, c'est pas trop. Je chante très faux, donc c'est pas trop mon truc. Maintenant, j'écoute de la musique. La musique t'aide à quoi? À t'évader, à te relâcher? Ça m'aide à me relâcher. Je m'en sers aussi dans les entretiens que je fais. En fonction de ce que j'ai besoin d'amener comme ambiance, des fois, il va y avoir des musiques de relaxation et ça les apaise un petit peu plus. Ça dépend du contexte que je vais avoir. Mais toi, à titre personnel? Moi, à titre personnel, je vais écouter de la musique quand j'ai besoin d'en écouter, quand je suis dans la voiture. T'écoutes quoi comme style de musique? Je mets la radio. Alors du coup, j'écoute de tout. Ça va être en fonction de mes humeurs. Hein. Je suis beaucoup rock. Toute mon adolescence, ça a été du métal. Métal, donc, rock. Mais maintenant, j'écoute les musiques qui paraissent. En ce moment, on est sur Pierre Garnier, parce que mes filles adorent Pierre Garnier, donc je me bouffe l'album en long, en large et en travers. Voilà, c'est bon, tu peux plus. Pierre Garnier... Ça va qu'il a des très belles paroles, mais... mais au bout d'un moment, effectivement, à force de trop écouter... J'écoute quoi d'autre comme artiste? Ça va de tout. On est sur du Gims, on est sur... ça va être ce qui va passer, ce qu'elles vont entendre aussi à la télé, ce qu'elles vont entendre des copains. On a eu la kiffance pendant un moment. Pendant très longtemps, on a eu la kiffance. C'est la kiffance. C'est vrai que la kiffance, ça me fait penser. Ouais, j'avais une petite cousine quand le tube il est sorti, c'était... Mais les gamins, ils ont kiffé pour le coup. À la kiffance, on a eu clic clic pam 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 aussi. Ouais. Alors celle-là, mais même dans la cour de récréation, je l'ai entendue. Et puis là, maintenant, j'entends que du Jul. Alors j'ai du mal avec Jul. Et alors, des fois, il a des très belles paroles. J'ai du mal, mais j'en écoute tous les jours. J'ai eu le malheur un jour de leur dire que j'aimais pas Jul, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Et c'est vrai que et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. C'est là quand elle est sortie. Au cabinet, moi, souvent, les enfants, je leur demande ce qu'ils veulent écouter. Soit je leur mets moi ce que j'ai envie, soit des fois, quand ils sont sages ou quoi, je leur mets et je leur dis clic, clic, pam, pam, pam. Je l'avais, mais à chaque séance. Jul, en ce moment, pas à chaque séance, mais pas. Mais en plus, clic clic pam pam pam, vu que ça, ils l'ont mis dans un petit truc en plus, il a pris un truc d'un coup. Alors déjà, je l'entendais avant, mais alors maintenant... Vous arrivez à dire
une ou deux musiques de Jul que les enfants... parce qu'il y en a tellement de musiques de Jul. C'est les dernières qui sortent. Il y a Phénoménal en ce moment là, qui est un ouais, et Mimi. Ouais, beaucoup. Mimi. Ouais, Mimi, même au plan d'eau, il y a eu le truc en famille. Là. C'est un gamin, je pense qu'il devait avoir 5-6 ans, il est venu chanter la chanson Mimi, parce qu'il proposait du coup le micro pour ceux qui voulaient venir chanter. Il est venu chanter Mimi devant tout le monde, du haut de ses 5 ans. Je dis bon, bah d'accord. Mais il a chanté trop bien en plus, hein. Qu'on connaissait vraiment par cœur la chanson, mais pour te dire, il y a même des gamins de 4-5 ans qui s'écoutent du Jul quand même. C'est fou. Et puis je l'ai vu, mais même au niveau de mes surveillants, quand il y a eu le concert là, et que d'un coup il avait réouvert les billetteries, au moment où je suis passée dans la vie scolaire, ils étaient tous sur la liste d'attente, sur leur téléphone, et même sur l'ordinateur du boulot pour réussir à avoir la place pour aller voir le concert de Jul. Ça a été phénoménal. Peut-être que je sous-cote beaucoup de Jul et que ça doit être très bien, mais j'y arrive pas. Non, après, essaie de me convaincre depuis des années, mais j'y arrive pas non plus. T'as des artistes comme ça, Jul ou d'autres, soit tu les aimes, soit tu les aimes pas, mais dans tous les cas, tu peux que admettre qu'ils ont tué le game. Ah oui, ça c'est clair. Parce que Jul, tu vois, un pur produit marseillais qui s'est déplacé au Stade de France, c'est parti cash. Alors que de base, c'est allez l'OM et tout. En plus, vraiment, il a la dégaine de pas celui qui va aller faire un Stade de France à la base. Non, je peux admettre, ça reste un artiste. Mais lui, comme d'autres artistes. Hein. Ah ben bien sûr. Et de toute façon, tu prends les paroles, dans beaucoup de ses chansons, les paroles sont quand même recherchées. Après, c'est pas mon truc, Jul. Après, je pense qu'il marche bien pour Jul, c'est que ça touche un peu tout public, c'est entraînant. Ouais. C'est... De toute façon, le rap à la cote maintenant. Voilà, on est dans l'émergence du rap. Puis il y a aussi ce côté, il est dans le rap, mais bon, ça peut arriver peut-être dans certaines sessions, mais il a pas le côté d'être vulgaire, tu vois. Potentiellement, comme vont l'avoir certains rappeurs. Tout à fait. Avec tout à l'heure on parlait de gros mots, ou avec même certains rappeurs des points de vue sur les femmes ou ce genre de choses. Alors peut-être que dans certains morceaux, surtout les premiers morceaux de Jul, peut-être que voilà, disons qu'en tant que parent, enfin j'ai pas d'enfant, mais c'est plus facile de laisser écouter du Jul à un enfant de 8, 9, 10 ans que d'autres rappeurs, quoi. Jul, tu vois, il sort 2 albums par an. Moi je sais que par exemple il y avait une musique qui avait fait un petit peu au début, un de ses premiers sons c'était Chiquita, où il avait un peu mais sinon de manière générale, même je trouve qu'il est plutôt bienveillant vis-à-vis des femmes et ce genre de choses, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça touche un public assez large. C'est clair. Après, il a été pris sous son aile par Soprano, donc et déjà Soprano, il avait des paroles assez bienveillantes. Donc, ouais, Soprano, j'adore. Je pense que ça a été... pour le coup, j'aime pas le rap, mais alors Soprano, je l'écoute. Ouais, Soprano, j'étais allé voir en concert jeune et tout. Non, franchement, Soprano, trop fort. J'étais allé voir sa première fois au Vélodrome, c'était un truc à voir. Déjà, lui, se dire j'ai fait le Vélodrome. Et Fatalité, on est allé et on est allé à un soir d'intervalle. Sans se concerter, pour le coup. Mais c'était mythique, par contre, cette tournée-là. Même pour lui, tu le sentais. C'est quoi votre musique préférée de Soprano ? Je suis en feu. Ouais, non, moi j'ai pas de musique préférée, je les écoute toutes. Il n'y a pas débat, c'est Hiro. Vous vous souvenez quand il a sorti Hiro ? Ouais, chouette. Mais trop fort. Après, moi j'avais beaucoup aimé mais la chanson qu'il avait fait pendant le Covid pour les infirmiers, mais c'est propre à mon métier donc. Mais Hiro, elle est trop forte cette musique. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, il avait fait un méga clip et tout. J'avais adoré quand elle est sortie. En plus, c'était à l'époque où tu regardais encore les clips sur la 17 ou tu sais, les trucs comme ça. Donc, non, c'est un petit côté nostalgique. Si tu devais aller voir un artiste ou je sais pas, un groupe, toi, là, par exemple, demain, tu irais voir qui ? Soprano, du coup. Quelqu'un que t'as pas vu, peut-être ? Pendant un moment, j'avais envie d'aller voir Slimane, mais après, j'accroche un peu moins à ses chansons. Tu vas devoir aller voir Pierre Garnier bientôt. Bientôt, je vais devoir aller voir Pierre Garnier. En plus, j'ai regardé le prix des billets, c'est exorbitant. Je serais bien allé voir Linkin Park. Quand ils sont du coup ça c'est mon adolescence, c'est ce que j'écoutais quand j'étais ado. Et du coup là on parle de musique, tout ça, c'est quoi qui ressort le plus en termes de dessin animé aussi chez tes enfants? C'est quoi? On passe surtout, alors on a eu la période pas de patrouille, ça je pense que n'importe quel parent d'enfant en bas âge est passé par là. En ce moment on est sur Bluey.
Bluey, c'est le petit chien bleu, la famille de chiens bleus. Ah ouais, j'ai vu passer. Ok. On en a eu plein. Et là, on arrive un petit peu à aller sur les Disney, parce que j'ai ma fille qui est fan de Stitch. Donc, on a découvert une série sur Stitch. On est en train de se regarder la série sur Stitch. Votre top 3 dessins animés à tous les deux? Je dis top 3 parce qu'un seul, c'est trop dur, il y en a tellement. Moi, je commence si vous voulez le temps que vous réfléchissez. Ouais. Moi, j'ai déjà le Roi Lion, déjà, en top 1. Ah ouais, Roi Lion. Roi Lion, c'est smart. Moi, la cassette, elle marchait plus tellement que je l'ai regardée. Bah, pareil. J'ai fumé la cassette. C'était La Belle et la Bête, que j'avais beaucoup regardé. Bah, ça va être... Ouais, moi, personnellement, ça va être essentiellement les Disney, parce que je les suis quasiment tous bouffés. Donc 3 Disney. 3 Disney. Bah, du coup, il va y avoir Lilo et Stitch, parce que du coup, malgré tout, il y a quand même une belle histoire dedans. La Belle et la Bête, et... le troisième. Tu me fais penser, là, vu qu'on parle Disney, tu me fais penser à Pocahontas. On me le disait quand j'étais jeune. Là, d'un coup. C'est un beau dessin animé aussi. Alors, j'ai plus le nom en tête, c'est un dessin animé qui est sorti il n'y a pas super longtemps. Que j'avais trouvé. Un Disney aussi? Ouais. Oui, non, mais il y a pas mal de Disney. Bah, là, maintenant, ils font pas mal de choses. J'ai beaucoup bouffé Vaiana aussi avec mes filles. Ouais, ça, c'est pas forcément quand t'étais jeune, mais c'est plus en étant maman. Ouais. Mais il y a une belle histoire quand même derrière Vaiana, pour le coup. Roi Lion. En Roi Lion, j'ai Mille et une pattes qui me vient en tête. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Et alors, c'est pas un Disney, c'est un très vieux dessin animé, c'est les 12 travaux d'Astérix. D'accord. Ah non, s'il faut remettre un dessin animé par contre que moi j'ai aimé mais que d'autres personnes n'ont pas forcément aimé, c'est La Planète au Trésor. De Disney. Il est à voir. Je crois que je l'ai même jamais vu. C'est trop bien. Il faut le voir. Ouais, moi, mais il a été très. Il avait été un peu critiqué. Il y en a beaucoup qui parlent de ce film. Alors beaucoup qui disent qu'il a été sous-coté, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas aimé. C'est à voir comment on le prend, mais moi j'ai adoré La Planète au Trésor. Je crois j'ai dû le regarder une 50aine de fois en l'espace de quelques mois quand il est sorti. Ok. C'est quoi l'histoire du coup? Parce que alors ça me dit rien du tout. En gros, c'est l'histoire, en fait, c'est un garçon où son père, c'est des pirates de l'espace. Et son père, du coup, il est parti quand il était très très jeune, il est jamais revenu. Et à un moment, du coup, il se fait prendre sous son aile par un pirate de l'espace. Mais qui du coup semble bienveillant mais qui est pas forcément bienveillant au fil de l'histoire et en fait lui il s'est accroché à lui parce qu'il a pas de figure paternelle et qu'il recherchait quelque chose là-dedans. Ok. Donc est-ce que je me suis retrouvée dans son histoire ou pas, je sais pas, mais j'ai adoré ce film. Ok. C'est à voir, tu me diras un jour si tu l'as vu, ce que t'en penses. Carrément. Moi top 3 je pourrais citer tous les Disney. Je vais juste, je pense, là il me vient ça, le matin tu te lèves et t'avais ton petit rituel de qu'est-ce que tu regardais. Moi je sais qu'il y avait Marcelino, vous avez connu Marcelino? Ouais. Qui parle aux animaux, ça j'aimais bien. Il y avait Franklin qui suivait. La fin elle est très triste. Franklin qui suivait. Et Titeuf. Ok. Mais sinon ouais, les Disney, ils étaient tous trop bien. J'arrive pas à voir un Disney que j'aime pas. Blanche-Neige, c'était incroyable. Ah, c'est peut-être Blanche-Neige. Je suis pas forcément fan de l'histoire de Blanche-Neige. Ah, je trouve que c'était... Enfin, franchement, les Disney, j'adore. De toute façon, ils sont faits pour ça. Ils sont tous trop bien. Vous êtes déjà allé à Disney? Oui. Non. Ouais, jamais allé à Disney? Non, je suis jamais allé à Disney. Il faut aller à Disney. Ah ouais, ça c'est à faire ça. C'est prévu, c'est faire au moins une fois dans ta vie. Oui, au lieu d'aller en Corse, il faut aller à Disney. Je t'arrête d'arrêter. Bon, c'est pas le même budget, Disney, non plus, pas vis-à-vis de la Corse. Hein. Ça dépend combien de jours tu pars. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive on reprend un petit peu les questions, est-ce qu'il t'arrive de pleurer parfois après certaines journées? Quand je dis certaines journées, c'est en lien avec ton travail. Par rapport à mon travail? Pleurer, non, mais avoir besoin de souffler, oui. C'est pour ça, en fait, parce qu'en fait, moi, les élèves ils finissent à 16h30 et je vais récupérer ma fille à la crèche qu'à 17h pour avoir ce laps de temps d'une demi-heure parce qu'avant, je le faisais pas forcément.
Et en fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup moins de patience avec mes enfants après avoir eu la journée de travail. Parce que en fait, je décompensais totalement le soir et le moindre truc qu'elle faisait, alors que c'était pas forcément très grave, je leur hurlais dessus. Donc pleurer non, mais il faut souffler. Faut un sas de décompression. Ouais. Enfin, un sas de décompression, et comme j'habite à 5 minutes du travail, mais je peux même pas me dire j'ai le trajet du retour pour décompresser. Est-ce que le fait d'avoir été maman, ça t'a rendu meilleur? Oui. Quand je dis meilleur, c'est au travail. Je pense oui, parce que du coup, alors ça a ses inconvénients aussi, parce que quand j'ai des gamins ou j'ai des parents qui s'occupent pas d'eux, forcément intérieurement ça va me mettre en colère en me disant comment un parent peut arriver à faire du mal autant à son enfant, voire ne pas s'en occuper. Maintenant, je pense que j'ai eu une approche du travail aussi différente, d'avoir fait d'être devenue maman, et je les accueille certainement différemment. Je l'ai pas forcément vu parce que depuis que je travaille à l'IRIA, j'étais déjà maman, mais je pense que ça a dû changer quand même pas mal de choses. Au jour d'aujourd'hui, tu penses qu'on écoute assez les enfants ou les élèves à l'école? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus les écouter? Tu penses à certaines choses ou pas? Je pense au fait qu'il faut réussir à sortir de ce qu'on apprend, ce qu'on espère en fait dans le milieu classique des élèves, et qu'en fait on peut pas attendre la même chose de tout le monde. Et il y en a certains en fait où on va pas du tout les écouter, on va pas du tout écouter pourquoi ils sont en colère. On va de suite le punir sans forcément écouter ce qu'il y a derrière. Non, on les écoute pas du tout, et c'est pour ça qu'ils sont en détresse psychologique maintenant. J'irais même jusqu'à dire qu'on les écoute pas du tout. Oui, pour certains, ils sont pas du tout écoutés parce que pour certains, on va voir soit son trouble avant, soit on va voir la connerie qu'il a faite, mais on va pas chercher pourquoi il l'a fait. Le fait d'avoir un câlin ou un bisou, est-ce que tu penses que ça peut soulager une douleur? Alors moi, je suis pas du tout tactile, pour le coup. Mais c'est vrai que pour certains élèves, alors surtout les filles, alors j'ai pas beaucoup de filles, mais surtout les filles, où du coup il y a des moments en fait elles ont besoin d'avoir un câlin, et tu sens qu'en fait quand elles ont le câlin, ça les apaise. Bisous pas forcément, mais le câlin oui. Et de toute façon on le voit dans certaines pathologies, comme dans l'autisme, il y a des fois en fait la contention leur permet de se lâcher, et de la pression elle redescend. Donc oui, je pense que le câlin peut aider. J'arrive pas encore beaucoup à en faire, mais je suis persuadée que ça aide. J'en ai terminé là avec les petites questions. Je sais que tu as regardé, je crois, tous les podcasts. Oui. Sans exception. Non, si, il me manque le dernier du coup. Sans forcément après juger, c'est plus à titre personnel. Tout à l'heure, là, on faisait le top 3 des dessins animés. Ça serait quoi ton top 3 au niveau des podcasts? Podcasts les fameux, bien évidemment. En premier, je me mettrais celui avec la sexothérapeute. Ça, j'en démords pas. Donc, il faut refaire un épisode avec elle. C'était tellement intéressant ce qu'elle racontait, et elle amène un truc en fait quand elle parle. C'était trop bien. Nairi, numéro 1. Ouais, Nairi, numéro 1. J'ai bien aimé celui qui avait le bras zéro, hein, avec le parcours qu'il a eu derrière. J'ai trouvé ça intéressant. Donc Ludovic. Et malgré le fait que c'est pas forcément bien commencé, celui avec le dernier qui était sorti avant celui d'aujourd'hui, avec le jeune qui racontait un petit peu. D'accord. Avec Ethan. Alors au début j'ai eu du mal parce que ça avait du mal à démarrer, mais malgré tout, même s'il aurait pu mieux vendre son truc, c'était quand même intéressant ce qu'il racontait. Ouais, surtout que, si on revient vaguement sur lui, ce qu'il a mis en place à son âge, là on parle d'âge et tout, quand il te dit qu'il va dormir dehors, qu'il attend devant les magasins. C'est pour ça qu'en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'il est hyper jeune, et il a un super parcours. Maintenant effectivement c'est dommage que je pense que après ça va avec la jeunesse, où l'assurance n'est pas forcément là à 100%, où il aurait pu mieux le vendre, mais
voilà, je trouve que c'était intéressant. Mais j'en démords pas celui avec Nairi. Pour l'instant, il détrône tous les podcasts. Les podcasts, du coup, tu les écoutes en marchant? Ou tu les écoutes en voiture, tu les écoutes au travail, tu les écoutes quand? Je les écoute quand je peux. En marchant, pas forcément, parce que de toute façon, quand j'ai besoin de marcher, c'est que je suis en train de marcher dans l'établissement et que je suis en train de faire un truc. Donc je peux pas me mettre avec le podcast. C'est ce que je disais à Gaëtan, c'est que heureusement qu'il est sur Spotify, sinon je pourrais pas les écouter parce que sur YouTube, du travail, j'y ai pas accès. Je les écoute souvent quand je suis sur la route pour partir en formation. Et où du coup, comme le 04 il est hyper étendu, souvent on a 1 heure de route à faire. Donc c'est à ce moment-là que je les écoute. Comme quoi, c'est bien qu'on l'ait mis sur Spotify. Oui. Après, je pense qu'on va y venir aussi de le mettre sur Deezer, ça serait bien. Parce que peut-être que toi aussi, mais t'as de plus en plus de personnes qui disent « Ah mais moi j'ai pas Spotify, mais Deezer... Je l'ai eu la semaine dernière. Un ancien collègue de travail qui m'a envoyé un message en disant « C'est cool ce que tu fais, mais moi j'écoute sur Deezer, j'ai pas... C'est vrai. Alors, en fait, le principe de YouTube à la base, c'est de regarder la vidéo. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas le temps de se poser devant le téléphone ou l'ordinateur pour regarder, on va pas se dire de suite sur YouTube, tu le mets en fond et tu vas écouter. Et surtout qu'en fait, pour la plupart, en fait, je pense qu'on les écoute sur le téléphone. Et quand on est sur le téléphone, quand on le met sur YouTube, si tu quittes la page, il s'arrête. C'est vrai. Non, mais comme ça, il y en a pour tout le monde. Ouais, carrément. Non, mais de toute façon, oui, je pense que Deezer, on va y venir assez rapidement. Aujourd'hui, celui-là, il va sûrement peut-être sortir sur Deezer. Voilà, on a reçu Laurent, lui, qui disait qu'il adorait regarder le visuel, tu vois. Donc, comme ça, il y en a pour tout le monde. Ouais, et encore que tu vois, sur Spotify, maintenant, il y a les vidéos. Donc, tu peux, si tu veux regarder la vidéo, tu peux l'écouter. Mais effectivement, en fonction de là où tu l'écoutes, t'as pas forcément accès à YouTube, donc tu peux pas forcément l'écouter. Donc là, moi, j'ai pris Spotify parce que j'avais Spotify, donc ça. Et tu peux nous donner en toute objectivité, que ce soit des critiques positives ou négatives, des choses que on pourrait améliorer, des choses que t'aimes au travers du podcast, la manière dont on amène les choses. Parce que si t'as regardé tous les épisodes, t'as quand même. Ouais, déjà, je trouve que le podcast est devenu beaucoup plus intéressant depuis que c'est basé un peu plus sur des interviews avec d'autres personnes extérieures. Non, juste je te coupe, mais pas interview. Ça, non, mais on veut. De ce que tu veux, des discussions. Un échange. Un échange avec. Mais on veut pas que ça soit en mode interview. D'accord. Des échanges. Oui, de toute façon, c'est pas vraiment une interview, c'était pas de questions-réponses, donc oui, je te rejoins là-dessus, effectivement. Mais qu'en fait, ça amène aussi des horizons d'autres personnes et des choses qu'on connaît pas forcément. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus. C'est vrai qu'au tout début, les podcasts, en toute objectivité, je les ai écoutés parce que c'était pour faire plaisir à Gaëtan que je les avais écoutés. Mais j'arrivais pas forcément à accrocher au truc. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est qu'en fait, toi, quand tu parles de la première partie, c'est qu'au début, on n'était que Gaëtan et moi. Et d'où le nom Les Fameux, on faisait les fameux pas quotidiens et on enregistrait les podcasts en faisant les fameux pas quotidiens. Les discussions étaient intéressantes, mais c'est vrai que du coup, tous les deux, vous vous connaissez bien. Donc en fait, je trouvais que la conversation en soi était elle amenait moins de choses que ce que d'autres personnes peuvent apporter. Là, d'avoir, par exemple, Nairi, c'est vrai que, avant qu'elle vienne, déjà, sexothérapeute, j'en entendais parler, mais je connaissais pas forcément. Et puis, je trouvais ça intéressant d'avoir maintenant vraiment les horizons de tout le monde, voir les parcours différents que peuvent avoir tout le monde. Et qui, je trouve, rattache plus de monde. Non, mais c'est trop bien. Puis de toute façon, on est en perpétuelle évolution. Déjà, on sentait qu'il fallait peut-être qu'on trouve quelque chose pour la suite. Et moi, je l'avais déjà expliqué dans un épisode, mais ça faisait plusieurs mois, même années, que j'avais toujours eu cette petite voix qui me disait je kifferais trop, pour reprendre la kiffance, je kifferais trop faire pas des interviews mais des échanges avec plusieurs métiers, je savais pas trop, j'avais l'idée mais je savais pas trop comment ça pouvait se mettre en place. Et du coup ça s'est mis en place après par l'intermédiaire quand nous on s'est retrouvés, ce genre de choses. Mais donc des fois c'est aussi pour dire que t'as des projets ou des idées, et ça se fait pas tout de suite, ça se fait que quelques années après. Et du coup, quand tu fais un petit rétro, que tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis, c'est chouette. Carrément. Après, voilà. Après, s'il fallait faire une critique, alors c'est vrai que c'est long à écouter, donc souvent, en une fois, on n'arrive pas à les écouter. Maintenant, des fois, les échanges, il y a tellement de choses à dire
qu'il faut le temps de le faire. Il faut ce temps-là. Mais il faut le temps de l'écouter, 1h30 de podcast aussi. Après, ça s'écoute en plusieurs fois. De manière générale, les podcasts, faut pas se mettre la pression. Si les personnes... Moi, de toute façon, du coup, je les écoute en plusieurs fois, parce que sinon, c'est pas forcément possible. Mais voilà, c'est peut-être la seule critique que j'aurais à faire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en soi, je trouve que ce que je critiquais avant a changé, donc très bien. On va un petit peu parler de toi, tes passions. On va reprendre la kiffance, que tu kiffes. C'est quoi je sais pas, t'aimes aller au cinéma, t'aimes faire du sport, t'aimes la lecture? J'ai pas de passion en termes de la définition de passion. Maintenant, c'est vrai que j'essaye maintenant, surtout dans les temps de maintenant, de toucher un peu à tout. Je me suis mis à la moto il y a un an, pour le coup. Donc ça me plaît bien. Je me suis mis dans la mécanique de la moto, du coup, il y a un an aussi. Le tout qui était lié. Qu'est-ce que je fais aussi? Lecture, pas trop. J'arrive pas, enfin il faut que je suis très critique en fait au niveau des livres, et si j'accroche pas de suite, je vais avoir du mal à lire, et j'ai du mal en fait à me poser, prendre le temps de me poser pour le faire. Je mène une vie à 1000 à l'heure. Après ça, c'est le propre de n'importe quelle maman, je pense, mais je vis à 1000 à l'heure, et de toute façon je vis pour mes enfants, donc je fais en fonction de mes enfants. Donc ça fait pas longtemps que j'essaie de prendre du temps pour moi, avec la moto, avec la mécanique. Voilà, en soi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le voyage, peut-être? La cuisine. La cuisine, un peu moins maintenant, la cuisine. Plus la pâtisserie. Ça a été une bonne partie? Pas une bonne partie. Je faisais cuisine, je faisais beaucoup de pâtisserie. On va te réinviter, puis tu nous feras un petit gâteau. Je faisais... En plus, pour le coup, je mange pas énormément de sucreries, donc j'ai invité mes amis qui mangeaient pour moi. Et du coup, certains étaient très contents de pouvoir manger tout ce que je testais. Surtout pendant la période du confinement, en fait, j'ai fait que ça, cuisiner. Bon, ça m'a... Entre le travail et la cuisine, ça m'a bien occupée. Et puis voilà. J'essaye beaucoup de me lancer dans la mécanique en ce moment. Moi, j'aimerais bien que tu racontes un peu ton parcours du permis moto. Oula! Non, mais parce que pour l'avoir vécu avec toi et t'avoir accompagné là-dedans... Ça a été un parcours, effectivement, avec ses hauts, avec ses bas. Il s'avère en fait que moi, quand j'étais enceinte du coup de Naël, donc la deuxième, Gaëtan et Roxane du coup ont eu l'opportunité de passer le permis 125, la formation 125. Et moi je l'avais pas fait parce que du coup j'étais enceinte, j'ai accouché je crois 1 ou 2 mois après, même pas, un mois je crois. 1 mois et demi, ouais. Et mais sauf que du coup je m'étais dit derrière que j'allais me lancer. Et du coup, je me suis lancée, sauf que j'étais petite jambe. Donc du coup, la moto de Gaëtan, j'y arrivais pas, parce que je touchais pas forcément bien les pieds. La moto de Roxane, j'y arrivais pas non plus, parce que même si elle est plus petite que moi, elle a des plus longues jambes. Donc, et puis eux, ils ont grandi sur des motos, donc en fait, même s'ils sont sur la pointe des pieds, ça leur allait très bien. Et moi, j'avais pas forcément l'assurance là-dedans. C'est comme ça qu'on a eu l'idée en fait d'acheter une moto, donc un custom. Donc c'est un peu comme les Harley Davidson, elles sont basses. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la mécanique, parce qu'en fait on a acheté une moto qui était non roulante. Parce que la personne l'avait eu en héritage et il savait pas pourquoi elle roulait pas. Donc Gaëtan peut en témoigner. On a passé des heures et des heures à changer quasiment toutes les pièces de la moto. En tout cas, toutes les pièces fonctionnelles de mécanique de la moto. Il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas changé pour le coup. Non, le moteur, on n'y a pas touché. C'est toute la partie électronique. Oui, voilà. On a refait tout l'allumage. Ouais. Et en fait, il s'avère que quand on a réparé la moto, donc j'ai appris à faire de la moto, et 2 mois après, je me suis fait couper la route par une voiture. Et j'ai fini dans le fossé, je me suis cassé le poignet.
Donc en fait ça m'a immobilisée et c'est la même période où le CPF finançait encore les seconds permis et notamment les permis moto. Et on s'était dit en fait que avant qu'ils retirent, et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, avant qu'ils retirent la possibilité de le faire, qu'on allait s'inscrire au permis moto. Sauf que on s'est inscrit au permis moto et je pense qu'au moment où on a dû s'inscrire, je pense en mars, on a passé le code début juillet, parce que je me suis cassé le poignet le 27 juin et j'avais déjà le poignet cassé du coup quand on a passé le code. Ça, ouais. Et du coup, j'ai fait le choix de continuer quand même le permis moto malgré le poignet cassé. Et voilà, et du coup, moi j'ai eu mon permis en avril de cette année. On avait commencé les cours de plateau en juillet. Ouais, c'est ça. Oui, t'étais blessé à peu près à la période, si je dis pas de bêtises, à l'anniversaire de Gaëtan. T'avais une attelle, non ? Oui. Parce que j'ai souvenir de te voir à l'anniversaire de Gaëtan. En fait, je l'ai gardé à un moment, je me suis cassé le poignet pour le coup, j'ai eu l'accident le 27 juin. J'ai su de suite que je m'étais cassé le poignet. J'ai fait le choix derrière de me faire opérer du poignet pour que ça cicatrise plus rapidement. Mais sauf que du coup, l'opération, elle s'est pas mal déroulée, mais du coup, la rééducation derrière, la vis en fait qui m'avait mis a été trop longue. Ce qui fait que ça me bloquait le poignet et ça me créait des douleurs énormes au niveau du poignet. Donc il a fallu que je me fasse réopérer une deuxième fois pour retirer la vis. Donc ça n'a pas forcément aidé au niveau de la rééducation, ça n'a pas forcément aidé au niveau du permis moto parce que ça a demandé l'embrayage, il est à gauche et je m'étais cassé le poignet gauche. Et pour le coup, quand on fait le plateau de la moto, on fait que de l'embrayage. Donc j'ai mis mon poignet à rude épreuve et même aujourd'hui j'ai encore quelques douleurs, donc je sens que j'ai quand même beaucoup forcé dessus. J'ai passé beaucoup de périodes où j'ai eu des bleus sur les jambes, j'ai fait je ne sais combien de chutes, j'ai dû dire à Gaëtan au moins une quinzaine de fois que j'allais arrêter la moto, que c'était pas fait pour moi. Et puis j'ai fini par avoir mon permis en avril, donc... En fait, c'est un peu comme un petit qui apprend à faire du vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Il fait que tomber... Ah non, c'est bon, je ferai pas de vélo. Et finalement, une fois qu'il sait faire du vélo, il kiffe, quoi. C'est ça, c'est que maintenant du coup j'ai la moto. Avant où je me disais non mais je vais rester sur celle-là, elle va très bien, elle va assez vite. Là je commence à me poser la question, bon peut-être que je la vendrai. Actuellement. Ouais, je suis encore sur une 125 parce que du coup c'est celle qu'on avait retapée. Et alors que je me disais je vais la garder, je vais continuer à me faire la main dessus. Je commence à me poser la question, peut-être que ça serait bien de la revendre et de passer à quelque chose de plus gros pour qu'elle soit un petit peu plus puissante. Maintenant qu'il y a le permis, tout en profiter. C'est ça. Bon, faut encore vendre la moto. Hein. Oui. Mais voilà, c'est vrai que je trouvais important de le partager parce que t'as persévéré, tu t'es accroché et malgré... t'as eu tellement d'échecs... Oui, après je pense que si j'avais pas eu Roxa, je t'avais pas eu toi, j'aurais pas eu Camille derrière, qui m'avait mis des coups de pied au cul en me disant mais non, mais ça va, là t'es sur une période où ça va pas, où ça marche pas, c'est normal, mais tu vas y arriver. Je dis pas que j'aurais abandonné, mais peut-être que j'aurais mis plus de temps en tout cas à le faire. Où c'est vrai que du coup j'ai pris le choix de pas faire la trêve hivernale et de prendre mes cours de moto à -5 dehors, donc ressenti sur la moto -10 voire -15. Oui. Je t'avoue que c'était dur quand tu le fais en pleine nuit et que tu ressens -15 sur la moto. Mais effectivement je pense que si j'avais pas eu des proches derrière qui m'aient mis des coups de pied au cul, peut-être qu'aujourd'hui je l'aurais pas encore permis. J'aurais continué à faire les plateaux, à faire les cours. Mais je l'aurais peut-être pas fait aussi vite. Ouais, et c'est ça, je me disais, si ça peut inspirer les gens qui nous écoutent ou qui regardent, ou notamment des femmes, on entend souvent des femmes qui abandonnent assez rapidement le permis moto. Et accrochez-vous, vous allez y arriver. Oui, on finit par y arriver, on se prend des chutes, on se prend des belles gamelles, on se prend des beaux bleus. J'ai fini avec les jambes noires, en plus je marque très facilement. Donc j'ai fini avec les jambes noires, mais on y arrive. Et puis on peut avoir des petites jambes et y arriver, du coup. Ça, c'est ma victoire personnelle, c'est que j'ai des petites jambes, mais j'arrive à monter sur une moto. Un grand bravo. Merci. Et écoute, pour finir, la petite question traditionnelle. Ah, je l'attendais cette question. Comment tu résumerais ta philosophie de vie en un mot ou une phrase ? Alors pour le coup, pour avoir écouté tous les podcasts, je me suis posé la question. À chaque podcast, je me disais, mais moi, qu'est-ce que je pourrais répondre ?
Je sais pas. Et en fait, c'est la même qui me vient à chaque fois. Okay. La même expression qui me vient à chaque fois, c'est advienne qui pourra. Parce que là, pour la moto, pour le voir aussi dans mon boulot, c'est qu'en fait, tu as beau faire tout ce que tu veux pour changer des choses qui peut-être vont pas forcément plaire à la société. En fait, si quelque chose doit t'arriver, il t'arrivera quand même. Peu importe ce que tu feras, il t'arrivera quand même. Et justement, là, sur la moto, c'est que, oui, je me suis pris des gamelles, je me suis pété un poignet, je me suis cassé un orteil aussi, mais en fait, du coup, il faut se donner la peine de faire, mais aussi, si ça doit t'arriver, ça t'arrivera. Et s'il y a une galère qui t'arrive, c'est peut-être que la galère, elle avait besoin de t'arriver pour que tu te relèves et que derrière... tu sois plus forte. Tu fasses les choses peut-être différemment, ou alors que tu te dises, si, c'est la bonne chose à faire, mais par contre, ok, je me suis pris une gamelle là, je vais retenter, la gamelle, peut-être que je vais en reprendre une deuxième, peut-être que je vais en prendre une troisième. En fait, au bout d'un moment, ça finira par fonctionner, quoi. Et bien sur ces belles paroles, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine avec les fameux... dans 15 jours, pardon, avec les fameux. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Cool, merci d'être venu. De rien. Super.